Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. On le demandait depuis 15 mois. Dans des articles, tous les samedis en manif, dans des conférences, dans des discussions entre amis, ou même le soir dans notre lit, la boule au bide parce que, pas si loin, des gens n'ont pas le droit d'exister chez eux, sur leur terre, sur leur propre territoire. 2025 nous a apporté des saluts nazis, des inondations en Bretagne et des incendies à Hollywood, mais aussi un cessez-le-feu à Gaza. Le 15 janvier dernier, un accord placé sous l'égide des États-Unis, du Qatar, de l'Égypte a été approuvé par Israël et le Hamas, ainsi que l'ensemble des organisations palestiniennes qui prennent ce genre de décision. Il est entré en vigueur le dimanche 19 janvier à 10h15 très précisément. Évidemment, cette annonce a provoqué des scènes de liesse en Palestine et aussi ici à Paris où à République des centaines de personnes se sont retrouvées pour faire la teuf. Et même si je suis fan des teufs et des victoires, j'ai eu envie de me poser sur ce gros événement dans cette chronique pour savoir si c'est bien ce que c'est, un gros événement. Sur le média, on a passé les 15 derniers mois à se mobiliser autant qu'on pouvait pour donner une lecture juste et digne de la situation en Palestine. Et avec Mar, on s'est dit qu'on vous devait une clôture, ou pas, de cette séquence en bonne et due forme. Une partie importante de nos vies a été marquée par ce génocide. Et personne, ici comme là-bas, n'en ressortira indemne. Alors concrètement, est-ce qu'on va arrêter de parler de Gaza maintenant ? D'abord, ce cessez-le-feu, il consiste en quoi ? Jean-François Corti, qui est chercheur mais aussi président de Médecins du Monde, explique ça dans une interview. Il est essentiel de souligner qu'il s'agit d'une trêve et non d'un accord de paix. Cette trêve particulièrement fragile est prévue en plusieurs phases, théoriquement 3. D'abord, la libération progressive des otages et l'entrée d'une aide humanitaire, puis, selon l'évolution des négociations, 2 autres phases visant une stabilité durable et la reconstruction. Toutefois, aucune perspective politique solide n'a encore été dégagée. Les grandes questions liées aux causes profondes du conflit, comme la colonisation active en Cisjordanie ou à Jérusalem-Est, restent en suspens. Donc, d'après ce que je lis, il faut voir ce cessez-le-feu comme un répit. Contrairement à ce que beaucoup ont célébré, et même si je comprends cet élan, rien n'est terminé. Et la paix, elle a même pas commencé. Je crois que c'est important, et évidemment, c'est le travail de journalistes et de chercheurs, et non pas des premiers concernés qui ont le droit d'exprimer leur soulagement et leur joie de retourner chez eux, de restituer un état des lieux qui permet de ne pas oublier, de ne pas passer à autre chose, et de considérer tout ce qu'il se passe comme un symptôme d'une maladie profondément ancrée dans nos sociétés. Et oui, je parle bien encore une fois du logiciel colonial. Cela dit, ce que l'on peut célébrer de ce répit, c'est évidemment la possibilité pour les Palestiniens de retourner chez eux, à Gaza, de retrouver un semblant de leur vie, enfin surtout pour constater les dégâts et faire le deuil de ce qui a été et ce qui n'est plus, infrastructure, habitude, comme être cher. Ensuite, un point non négligeable, c'est que les humanitaires vont enfin pouvoir accéder au lieu. C'est pas une victoire que de se réjouir de ça, il me semble, parce que c'est quand même un droit fondamental de plus qui avait été bafoué avec l'impossibilité pour les humanitaires, les journalistes et les juristes de faire leur travail, à la fois de soins et de réparation. On rappelle que pendant les 15 derniers mois, plus de 90% de la population a été déplacée, plus de 60% des infrastructures essentielles ont été détruites, c'est-à-dire les universités, les hôpitaux, etc., et plus de 80% des habitations. Au moins 20 hôpitaux sont complètement hors d'usage, alors qu'il n'y en avait que 37 opérationnels avant le 7 octobre 2023. 47 000 Palestiniens ont été tués, dont un nombre terrifiant d'enfants. Et encore, le décompte officiel ne peut évidemment pas prendre en compte tous les disparus et les corps encore sous les décombres auxquels personne n'a pu accéder depuis des mois. Tous ces chiffres sont donc largement sous-estimés. Les conditions de vie à Gaza sont indignes, y compris psychologiquement. Amnesty International, Human Rights Watch et des centaines d'ONG ont qualifié cette période de génocidaire. On rappelle qu'on parle d'une politique d'élimination systématique et disproportionnée de la présence du peuple palestinien sur la majeure partie de son territoire. Or, la plupart des commentateurs occidentaux, dont la majorité se réjouissent hypocritement aujourd'hui, n'ont pas changé leur manière d'en faire le récit. Celui d'une guerre de représailles entre deux parties, un État et des terroristes de l'autre, jusque dans les titres annonçant le cessez-le-feu, ou plutôt la fin de la guerre entre Israël et le Hamas. Un titre correct, d'après ce que je comprends, aurait plutôt été « Le droit humanitaire est enfin rétabli à titre provisoire dans le cadre de 15 mois de génocide en Palestine, 18 ans de blocus illégal par Israël à Gaza et plus de 50 ans de colonisation des territoires palestiniens. » Mais bon, ça n'engage que moi. Amnesty International, dans son communiqué à propos du cessez-le-feu, dit d'ailleurs « Si le blocus illégal imposé par Israël à Gaza n'est pas rapidement levé, ces souffrances vont perdurer. » Enfin, des observateurs indépendants des droits
des droits humains doivent être autorisés à se rendre à Gaza afin d'obtenir des éléments de preuve et de révéler l'ampleur des violations. Les États tiers ont un rôle crucial à jouer pour mettre un terme à l'impunité d'Israël et rétablir une certaine confiance dans l'état de droit. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a de son côté explicitement déclaré qu'il se réservait le droit de reprendre les bombardements à tout moment, et à l'heure de ce tournage, le 12 février 2025, la trêve est déjà remise en cause, même pas un mois après son entrée en vigueur. Ma réponse donc, vous l'aurez compris, tout comme on s'est pas laissé avoir par la minimisation, voire la criminalisation constante de la détresse palestinienne ces derniers mois, ne nous laissons pas dire que tout ça est fini, juste parce que les commentateurs publics sont un peu lassés du sujet, et d'ailleurs ils le seraient peut-être moins s'ils en avaient parlé correctement. Les Palestiniens, plus que jamais, vont avoir besoin de nous, de notre soutien, et de ce que nous pouvons porter de leur récit. Et pour citer l'illustre terroriste antisémite Nelson Mandela, aucun de nous ne sera libre tant que le peuple palestinien ne sera pas libre. Eh ben, cool. Oui, oui. Non, mais en vrai, moi, j'avais envie de repartir pour la discussion de ce truc de célébration. Parce que je trouve que c'est quand même une question assez délicate. Aussi parce que on a vu beaucoup de scènes de liesse en Palestine, et tout de suite il y a eu aussi énormément de penseurs et de penseuses occidentaux qui ont dit attention, enfin comme tu le dis un peu dans ta chronique, en fait c'est pas fini et tout. Et en fait de toute façon il y a un truc très bizarre à observer ce conflit depuis notre petit confort à nous tout le temps, parce que en fait on est en train de commenter une horreur absolue à laquelle on a accès en direct et à laquelle on sait que notre pays participe par ailleurs. Du coup, c'est aussi pour ça que Enfin, j'ai l'impression que c'est très présent et tout, et qu'on en parle par exemple plus que aussi ce qui peut se passer au Congo, au Soudan, même si là on en parle de plus en plus parce qu'on a aussi des implications. Mais bref, tout ça pour dire que du coup, il y a une espèce de décalage où on se retrouve de toute façon en permanence à juger ou à parler d'une situation sans avoir la possibilité d'y avoir ne serait-ce qu'un tout petit peu accès dans notre corps, quoi, et de comprendre ce qui s'y passe. Ouais. Et du coup, en fait, je pense qu'effectivement, c'est sûr que, et surtout, a fortiori, les chercheurs et les chercheuses et tout, leur parole, elle est importante pour dire, en fait, ça n'arrête rien et tout. Et en même temps, c'est aussi important d'être à l'écoute du peuple palestinien qui est sur place, qui se réjouit, et de laisser une place aussi à cette réjouissance, quand même, dans toute l'horreur que ça comporte. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et je pense qu'il faut le replacer aussi dans le contexte, parce que au moment où on enregistre ce tournage, la trêve elle est tellement remise en cause, et enfin d'ailleurs peut-être que les bombardements et tout vont reprendre à Gaza d'une minute à l'autre limite, parce que pour donner le contexte, du coup, en ce moment le Hamas refuse de continuer à libérer les otages israéliens, c'est l'accord de la trêve en fait, de faire des échanges d'otages. Et d'ailleurs il y a eu tout un débat sur le mot otage quand c'était du côté palestinien. Apparemment c'est pas des otages s'ils sont palestiniens, mais bref. Et en fait le Hamas refuse de libérer ses otages parce que Netanyahou n'a pas respecté les termes de l'accord. Il a continué à bombarder, à mettre ses troupes, etc. Pas directement à Gaza, mais en Cisjordanie, au Liban, etc. Et je sais plus pourquoi je disais ça du tout. Tu disais, du coup, c'est tellement remis en cause que c'est aussi important de le dire aujourd'hui. Donc, en fait, non, mais je dis ça parce que aujourd'hui, du coup, la liesse qu'il y a eu au moment de l'accord de ce cessez-le-feu qu'on attendait, en fait, on demandait quand même ça dans toutes les manifs et tout, ça paraît un peu loin. Mais au moment où ça a été annoncé, moi, ça a été ça, ma réaction, ça a été tout de suite de me dire... Ça me paraît étrange que tellement d'horreur, etc., en fait, on puisse se réjouir que juste il y a un accord qui mette un terme à ça. Mais après, en allant sur les réseaux sociaux, j'ai vu énormément de vidéos de Palestiniens qui faisaient la fête, qui se retrouvaient, qui pouvaient rentrer chez eux et tout. Et je me suis dit, mais en fait... je suis là sur mon petit piédestal, j'analyse le truc comme une situation géopolitique avec des lunettes de lecture de comment le colonialisme s'incarne, mais en fait c'est très concret pour des gens, et du coup ça pose aussi des questions de même nous en défendant ce qu'on défend et tout. Quand on analyse de manière distanciée et froide ce qui se passe là-bas avec des termes un peu grandiloquents et tout,
on porte aussi on continue, on perpétue ce truc occidental d'être un peu les maîtres à penser, on analyse toutes les situations, on commente, et c'est vrai que ça pose aussi des questions, quoi. Ouais, il y a ça, il y a aussi le fait que de toute façon on n'a pas directement accès à ce qui se passe là-bas dans notre chair, et du coup ça nous coupe forcément aussi d'un certain aspect de la réalité, tu vois, même si c'est important, même si ça peut être très pertinent de dire des trucs avec recul. Et juste pour préciser ce truc que tu disais entre prisonniers, otages, c'est juste que il y a plein de gens qui refusent l'utilisation du terme otage pour les prisonniers, pour les otages du coup palestiniens, parce que c'est des prisonniers administratifs, quoi. Donc en fait ils n'ont pas été genre raflés comme le Hamas a chopé des Israéliens pour les emmener, et donc ça serait pas des otages. Mais on joue en fait sur ce mot-là, alors qu'en réalité, les prisonniers administratifs, des fois, très souvent, ils sont enfermés sans aucune raison. Et du coup, de fait, en fait, ils servent d'otages. Leur fonction aussi, c'est ça. Enfin, tu vois, dire en fait, on peut vous enfermer et on peut choisir de ne pas vous libérer sans aucune raison. Enfin, c'est exactement le même principe que retenir des otages, quoi. Oui, et puis même, il y a plein de ces soi-disant prisonniers, etc., qui sont par exemple des enfants. Oui. Donc en fait, il y a un moment aussi où et ce qui est super choquant, c'est que, je sais plus sur quelle chaîne ça a fait débat, mais en gros, il y avait un bandeau qui disait les otages palestiniens, qui utilisait ce terme, donc d'otages, et en fait, ça a fait tellement un tollé que la chaîne... C'était sur France Info. Sur France Info, carrément. Enfin, oui, c'était une grosse chaîne, quoi. Et carrément, la chaîne s'est excusée, a dit que c'était une erreur inadmissible, machin, etc. Et en fait, c'est là que tu vois à quel point les termes qu'on pose sur le débat, mais cesser le feu ou pas et tout, il y a toujours ce problème-là. Ça n'est pas du tout résolu, et c'est grave, quoi. C'est comme le mot antisémite qui a été tordu dans tous les sens. Là, c'est pareil. On voit que dans le traitement même du cessez-le-feu, il n'y a rien qui va, en fait. Ouais, bien sûr, mais parce que il y a une grosse partie de la classe médiatique et politique qui est complètement dingue avec ça, en fait, et qui surréagit en permanence à chaque truc qui leur paraît pas correct dans leur vision du monde, sachant que leur vision du monde est une vision du monde sioniste et colonialiste. Donc, en fait, c'est un... Et juste, je voulais revenir sur ce que tu disais. Peut-être qu'ils le réalisent même pas. Ouais. Oui, ils disent pas tous les jours, je suis. Mais je dis leur vision du monde, leur éthique, tu vois. Je dis pas que eux, ils se frottent les mains en disant nous allons utiliser tel mot. Non, pas du tout. Bien sûr. Et aussi sur ce que tu disais de sur ce truc de la liesse et tout, au-delà des Palestiniens et des Palestiniennes, genre ce que tu disais de quand j'ai vu ça, je me suis dit ne nous laissons pas avoir, entre guillemets, c'est pas fini et tout, il faut rester vigilant à ça. Je suis d'accord, mais en même temps je trouve aussi que la mobilisation, elle a été telle pour une certaine partie, disons, de la jeunesse, de la gauche et tout, que en fait c'est aussi dans toute l'horreur que comporte cette séquence, c'est un moment de politisation fort autour de cet enjeu-là de la Palestine pour les gens, et je pense que y compris en Occident, on va dire, en tout cas chez nous et tout, les gens qui se réjouissent de ce cessez-le-feu, ils le font avec le recul que tu as. En tout cas, pour la plupart, j'ai l'impression que, je sais pas comment dire, c'est un discours qu'on peut souvent avoir de dire attention, ne nous faisons pas avoir collectivement et tout, et que là, en fait, il n'y a pas moyen de se faire avoir parce que la désinformation a été tellement forte pendant plus d'1 an et les gens se sont tellement formés sur le sujet que je pense qu'ils célèbrent en conscience de ce que tu racontes dans cette chronique, en tout cas pour la plupart. C'était plus en solidarité, en lien avec les Palestiniens qui étaient heureux, en fait, à ce moment-là, de pouvoir tout simplement retourner chez eux. Et en fait... Mais juste pour finir sur ce truc de célébrer en conscience, mais là où c'est en même temps important quand même de le rappeler, c'est que de fait, ce que tu dis à la fin, les médias, ils vont... en tout cas, on observe là qu'on parle beaucoup moins de Palestine, déjà qu'on en parlait peu, en tout cas en des termes... Et maintenant, on en parle beaucoup ces derniers jours. Oui, là, on en reparle. Mais ce que je veux dire, c'est que faut rester vigilant à ce que ce sujet ne soit pas occulté dans l'espace médiatique global. Mais je pense que tous les gens qui ont milité et qui se sont formés là-dessus, en tout cas la plupart, de fait, ils ont été par la force des choses plutôt bien formés et en tout cas avec une vision assez précise. C'est ce que je disais même sur le média. Nous, on a de ouf, c'est aussi qu'on on parle de cette séquence et tout parce que ça a aussi marqué un moment important dans les mouvements politiques français, le militantisme dans lequel nous on s'inscrit en tout cas, etc. On a appris énormément aussi des choses qui sont essentielles, et je pense qu'il y a aussi un truc par rapport au fait de se réjouir ou pas se réjouir qui est pas tellement dit, je trouve, à part justement par des ONG qui traitent des cas de génocide, et en fait c'est la gestion du traumatisme collectif énorme qui va rester derrière. C'est en fait même
si, et c'est pas du tout le cas encore une fois, mais si la paix était rétablie, nanana, en fait, il y a aussi un truc, je veux dire, après, c'est... Bon, je sais pas si c'est très adroit de comparer, mais c'est un génocide aussi. Donc en fait, le trauma que ça a laissé, par exemple la Shoah en Europe, les blessures profondes que ça a générées, la psychologie que ça a modifiée dans des familles entières, etc. C'est quelque chose qui est encore présent de nos jours, la mémoire, tout ce qui est autour de tout ça, c'est des choses aussi qui sont malheureusement pas concrètes et palpables comme un immeuble qui est détruit, mais en fait psychologiquement pour les Gazaouis, il y a quelque chose qui va durer pendant des décennies, quoi. Et du coup, il y a un entre-deux un peu bizarre où à la fois, c'est sûr que c'est hyper important de parler de ça en amont, de l'anticiper, de penser à le prendre en charge éventuellement et tout. Et en même temps, on n'est tellement pas dans cette temporalité-là parce qu'on en est tellement loin. Enfin, tu vois. Je sais pas, parce que par exemple, la détresse psychologique. Par exemple, quand je lisais cette interview du président de Médecins du Monde, c'était hyper intéressant parce qu'il disait que c'était quand même une très grosse partie, c'est-à-dire que des gens. C'est un bouleversement horrible qui peut se répercuter dans ton corps tellement c'est énorme psychiquement de conscientiser que tout ce que tu as connu a été détruit, rasé, les êtres humains comme les bâtiments, comme les rues, comme tout. Et du coup, il disait que c'était une urgence vitale absolue aussi de traiter psychologiquement de prendre en charge les gens en fait. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, bon, c'est vrai que c'est pas l'aspect gestion du trauma ensuite, mais il y a aussi l'aspect gestion de tout de suite maintenant en fait, qui est aussi vital que de traiter des blessures physiques. Mais c'est juste, je dis, on n'est pas dans cette temporalité parce que j'ai l'impression que ce discours, il est aussi compliqué à tenir vis-à-vis de déjà ce qui se passe là-bas. Et parce que en fait, déjà, c'est compliqué de défendre le fait de défendre un cessez-le-feu. Donc, en fait, défendre une gestion par des professionnels, tu vois. Non, mais par exemple, le fait que les humanitaires puissent avoir accès au territoire, ça, par exemple, ça a permis et que les gens puissent, ne serait-ce que retourner sur l'endroit où leur maison a été détruite, retrouver les corps, etc. Ça fait partie de cette prise en charge qui, effectivement, fait que le cessez-le-feu, la trêve qu'il y a eu était quand même importante pour ça. Et maintenant, on voit que en ce moment, quand même, on peut en parler un peu. Il se passe d'autres choses absolument terribles. C'est que non seulement les bombardements vont peut-être reprendre et Netanyahou ou Trump, je sais plus lequel des deux, mais promet un enfer. Je crois que c'est Trump en plus qui promet un enfer si jamais les otages sont pas rendus, etc. Enfin bref, avec des mots qui indiquent clairement que le génocide va se poursuivre. Mais il y a aussi toute cette histoire de Trump qui parle de French Riviera, et on voit à quel point on est dans un... moi je me dis, mais les mots sont aussi... la détresse que ça doit être pour des Palestiniens de non seulement craindre que tout ça reprenne, mais en plus de voir comment c'est des sujets... dont on parle avec absolument aucune considération pour leur dignité, moi je trouve ça etc. hyper compliqué en même temps on a le droit de se projeter autant qu'on peut, autant qu'on veut, mais je trouve ça hyper compliqué d'essayer de s'imaginer ça et de se mettre à leur place, parce qu'en fait il y a un truc aussi où de toute façon ça fait des années qu'ils sont complètement déshumanisés, ne serait-ce que par les blocus, la manière dont ils sont traités par la société israélienne et tout. Et donc en fait entre être le mal absolu et un ennemi de tous les juifs qui veut génocider tout le monde, ou bien une future Côte d'Azur, tu vois, en fait, je suis pas capable de m'imaginer l'état psychologique que t'as quand t'es en Palestine. Ça se trouve, tu vois, t'es en mode de toute façon, tout le monde est contre nous. C'est vrai que je peux pas me mettre à leur place, etc. Non, mais de toute façon, c'est pas un reproche. Mais juste, je trouve qu'il y a quand même autre chose dans le fait de dire que, je sais pas, par exemple, Israël mène, je sais pas, sa guerre idéologique contre les Palestiniens, etc. Tu les considères quand même comme des sujets, tu vois, même si tu les considères comme des terroristes et tout. Je trouve que dans ce truc de on va faire de Gaza une Riviera pour touristes, juste on va enlever les Palestiniens, on les considère comme des meubles. Et je trouve que c'est de plus en plus explicite, et c'est bizarre parce que ça a coïncidé justement avec ce truc de trêve justement, que tout le monde a célébré. Du terrain immédiatement. C'est ça. En fait, c'est ça aussi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu disais, il ne devrait pas y avoir matière à se réjouir à ce que les humanitaires y rentrent dans Gaza et tout. Et en fait,
fait, c'est pareil que ce que je disais tout à l'heure sur la liesse pour moi. C'est que les gens se réjouissent en conscience, tu vois. Mais du coup, le camp d'en face, il a aussi conscience de ça. Et donc, il est là à tout de suite regrappiller du terrain. Et d'ailleurs, on le voit même dans l'espace médiatique français, où ça a mis 1 an avant que France 2 fasse un vrai sujet sur Gaza. Ça a commencé à arriver un petit peu. Et là, maintenant, il y a eu le truc sur France Info, là, tu sais, justement, qui a été un peu comparé avec le truc des otages, parce que c'était, je crois, 1 semaine et demie ou 2 semaines après, où ils ont parlé de colons palestiniens, en reprenant peut-être les mots de Trump, ou je sais plus, où ils étaient en mode, donc les pays arabes qui seraient disposés à accueillir des colons palestiniens pour la paix dans la région, est en mode, mais c'est hallucinant. Et après, là, ils ont supprimé le truc parce qu'ils se sont pris une sauce sur les réseaux, parce qu'en fait, c'est de la déportation pure et simple, là, si on prend des gens et qu'on les légale. Enfin, tu vois, c'est pas du tout des colons. Enfin, et là, c'est encore ce qu'on disait tout à l'heure sur les mots dans le débat qui ont en fait qui portent mais je des trouve sens que ces mots hyper importants. se sont encore plus permis une fois que on a dit la trêve, tu vois. C'est la trêve et tout. Du coup, maintenant, on passe à autre chose que de parler de la guerre. Maintenant, on parle de qu'est-ce qu'on va faire de Gaza, comme si c'était à notre disposition. Mais parce que la manière qu'ils ont de penser, encore une fois, elle est sioniste, elle est colonialiste. Et donc, en fait, s'ils acceptent qu'il y ait une paix, eh ben, cette paix, elle doit se faire quand même dans le cadre du nettoyage de la région. Donc c'est un nettoyage pacifique, on va déporter les gens. Enfin ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, ils peuvent pas intégrer une paix avec entente mutuelle. Enfin, en tout cas, c'est compliqué, quoi. Est-ce que d'autres choses ? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Ouais, de toute façon, on a pas mal fait, on pourra jamais le faire. Alors qu'il est, quoi. Ouais, carrément. Du coup, faut suivre les actus de près, continuer à se mobiliser, bien sûr. Et voilà, voir ce qu'il advient. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Quand j'ai vu que ça cramait à LA, je crois que j'ai eu un petit rictus. Bizarre un peu comme réaction quand il y a des milliers de personnes qui perdent leur maison et que des dizaines d'autres meurent dans les flammes. C'est ce que je me suis dit juste après. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'avais eu cette réaction bizarre. Je reprends du début. Le 7 janvier, je vois qu'il y a des incendies en cours en Californie. Je m'attarde pas plus sur l'info. Le 8 janvier, je me réveille et je vois que ça brûle encore. Ah ouais, c'est vénère, je me dis, avant d'aller me brosser les dents. Le 9 janvier, même heure, j'allume mon téléphone et je vois que les flammes progressent encore. Des milliers de personnes ont été évacuées. Là, je comprends qu'il y en a pour un bout de temps, parce que le feu est partout. Les jours suivants, je constate, comme tout le monde, l'impuissance de la première puissance face à celle de la nature. La catastrophe est sans précédent et on a du mal à dire quand ça va s'arrêter. Passé l'espèce de choc face aux images de fous qui nous arrivent, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « enfin une cata qui tombe sur ceux qui nous mettent tous dans la merde en niant que ça va provoquer des catas ». Je sais qu'en vrai, il n'y a pas matière à se réjouir. Moi, je souhaite à personne de perdre sa maison comme ça. Mais Trump vient d'être élu et avec lui son programme aussi anti-écolo que possible et il y a un petit truc en moi qui se dit « des années à mettre le monde entier dans la merde, time to taste your own medicine les ricains, on verra si vous aimez toujours autant le gaz de schiste après ça ». Et puis il n'y a pas que le changement climatique. Dans Lost in Hollywood de System of a Down, un groupe que j'affectionne beaucoup, le guitariste du groupe parle de Los Angeles et des rêves brisés de ceux qui aspirent au succès et qui ne trouvent jamais leur place dans cette ville du showbiz. Dans le pont de la chanson, il dit « Funny people come to pray ». Et là on mettra peut-être la chanson parce qu'on n'a pas les droits, mais c'est pas grave. Ce qui veut dire « Les faux culs viennent prier, regardez-les supplier de rester ». En gros, pas facile de briller quand tu viens de nulle part et que les gros poissons veulent pas de toi, mais toi, tu continues à leur lécher les bottes pour avoir une place, sale ville qui corrompt l'âme des pauvres gens, etc., etc. Bon, je vous fais pas de cours d'anglais, mais ces paroles peuvent aussi vouloir dire, si on les interprète différemment, les faux culs finissent par prier tôt ou tard, regarde-les supplier de rester. Et en voyant les feux tous les matins, j'avais cette chanson dans la tête. Comme une espèce de revanche sur les riches qui s'étaient construits leur petit paradis ici en écrasant les autres, en étant des phony people, des faux culs, et qui aujourd'hui le payaient par les flammes. En même temps, j'aime pas trop cette réaction chez moi, et en même temps, je crois que ça dit quelque chose de la tension politique dans laquelle on est en ce moment. Ça fait plus d'1 an que les États-Unis soutiennent un génocide, et même si les pauvres stars d'Hollywood sont loin d'être les premières responsables, le symbole, voir les riches de la première puissance impérialiste être brûlés parce que leur propre pays participe à causer, ça fait quelque chose. Peut-être que ça dit quelque chose aussi de ma propre précarité et de mon propre seum. Et sinon, les feux ? Les feux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a brûlé aussi longtemps et aussi fort ? Trump dit c'est la faute des démocrates, les démocrates disent c'est pas nous, enfin c'est le bordel. Déjà pour le contexte, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une saison des pluies particulièrement balèze cette année. Du coup la végétation a grave poussé.
Et ensuite, il y a eu une big sécheresse, ce qui a fait beaucoup de végétaux tout secs, tout prêts à cramer. Et ça n'a pas loupé. Ensuite, pour ce qui est de la gestion des incendies, en gros, certaines réserves d'eau qui sont là au cas où étaient vides, justement du fait de la sécheresse et des réglementations sur l'eau qu'elle induit. Et je peux vous dire que quand les Américains, si démocrates soient-ils, prennent des mesures écolo restrictives, c'est que c'est vraiment la merde. Bref, il y a une grave crise de l'eau là-bas qui ne fait que s'accentuer, on en parlera peut-être dans le débrief, mais du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a aussi des histoires de financement des pompiers publics, de départ de la mer de Los Angeles au moment des incendies qui était en Afrique. Plein de journalistes sont en train de décortiquer tout ça pour savoir qui a raison et qui a tort. Moi franchement c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Parce que si je parle des pompiers publics, par exemple, c'est que l'autre côté de la pièce aussi existe. On a donc pu voir à Pacific Palisades, le quartier huppé particulièrement touché par les feux, des maisons ou des commerces protégés des flammes par des entreprises grassement payées par des ultra-riches propriétaires pendant que tout cramait autour. Certains ont pris des sauces suite à ça, évidemment. Toujours est-il que ces services existent et risquent d'être de plus en plus nombreux et sollicités par les Américains et les Américaines dans les années à venir. Notamment parce que les compagnies d'assurance rechignent de plus en plus à accepter des clients qui vivent dans des zones à fort risque d'incendie. Pour info, les feux du mois dernier sont évalués à un coût de plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais un truc pratique qui peut exister pour une compagnie d'assurance, c'est par exemple de n'accepter d'assurer que si le client noue un contrat d'intervention avec une société de pompiers privés. Et voilà l'American Dream dans toute sa splendeur, une société dans laquelle la mise en commun est minimale, les services publics sous-financés, et les 0,1% qui ont gagné au jeu financent leur propre subsistance pendant que les autres crèvent. Ce qui est bien avec les États-Unis, c'est que quand on croit être arrivé au bout de la logique capitaliste extrême du chacun pour soi, ils arrivent encore à nous surprendre. Logique à laquelle on est d'ailleurs en train d'emboîter le pas joyeusement, car même si on n'en est pas à leur degré de folie, c'est bien la tendance lourde dans laquelle on s'inscrit depuis des années de néolibéralisme, avec pour dernier exemple le budget qui passe par 49.3 à l'Assemblée en ce moment même, et qui coupe fort sur les services publics censés garantir la survie et le bien-être de chacun et chacune. Bref. Je me dis qu'il est peut-être temps de penser sérieusement à changer de modèle de société. Le truc, c'est qu'il va falloir nous battre pour ça. Parce que les ultra-riches, les protégés, les gouvernants trouveront toujours des solutions pour leurs petites personnes. Et au final, c'est ça qui compte. En fait, c'était naïf de ma part de me réjouir en demi-teinte de voir les États-Unis touchés par des catastrophes écologiques, comme si ça avait une chance de les faire réagir. Au final, dans ce modèle de société, ce seront toujours les défavorisés qui paieront le plus cher, ou plutôt la masse des non-ultra favorisés. Même à Los Angeles, où ceux qui avaient le moins sont en fait ceux qui ont perdu le plus. Et si on veut que ça change, c'est pas en attendant que les décideurs réagissent que ça va se faire. Ils ne réagiront pas. Sauf si on les y force nous-mêmes. Alors, il faut changer de modèle de société, comme ça. Vraiment. T'as vraiment dit, je crois qu'il est temps de... selon moi. Selon mon diagnostic. On a hurlé dans le micro. Ouais, donc tout à fait. Ouais, non, mais 100%. Non, mais du coup, je suis bien d'accord. C'est cool de parler d'écologie sur ce podcast, puisqu'on ne le fait jamais, vu que d'habitude, il y a un autre podcast qui s'appelle Oikos qui traite les questions écolo, mais que là, tu es en burn-out et que tu n'as pas le temps de le faire, du coup. J'ai un peu forcé marre, parce que je sais pas si vous qui regardez cette chaîne YouTube ou qui écoutez le podcast VDJ, vous écoutez aussi notre autre podcast Oikos. Mais c'est vrai qu'on s'est dit que, du coup, on se disait que les questions d'écologie étaient traitées de toute façon ailleurs dans le média, donc on n'en parlait pas. Mais là, quand même, c'était... Ça se justifie autant, t'inquiète. C'était un peu big comme truc. Oui. Non, puis surtout, je trouve que c'est bien d'en parler aussi ici, dans un espace différent, mais bref. Oui, je suis d'accord. Du coup, moi, ce que je m'étais noté sur ça, c'est que, en fait... le fait qu'on ait autant parlé de ces feux parce que y a la puissance du symbole et tout dont on a parlé, c'est genre la ville de tous les films du soft power américain et tout, et en fait ça fait oublier que en réalité c'est pas les stars d'Hollywood etc qui vont payer les conséquences de ces feux, en fait c'est les gens qui habitent à Los Angeles et qui sont pauvres et comme tu le dis avec toutes ces histoires d'assurance et tout, je trouve que du coup le fait qu'on ait beaucoup parlé de ces feux et qu'on soit un peu en mode vous voyez les riches aussi etc, ça masque le fait que non, en fait les riches non, ils vont pas tu vois si quand même. Oui, mais Pamela Anderson qui a perdu sa maison, je pense qu'elle a d'autres maisons, tu vois. Mais ça, c'est les ultra riches. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est ce que je dis. En fait, bien évidemment, de toute façon, moins les gens ont et plus ils sont touchés parce que chaque perte est beaucoup plus grave. Mais de fait, il y a aussi des gens qui avaient eu une seule résidence principale et qui étaient là et qui sont riches et qui sont des acteurs et des actrices plus ou moins célèbres
et en fait qui ont perdu leur vie. Et bien sûr, c'est l'horreur. C'est juste qu'il y a différents degrés d'horreur. Mais je veux dire, sans parler de. Mais je dis pas que c'est pas une horreur, tu vois. Mais je dis juste que en réalité, le fait qu'on se concentre sur le fait que les incendies à Los Angeles, ça a touché qui ? Les stars de Hollywood, ça fait oublier qu'en fait, non, il y a plein de gens aussi précarisés dans cette ville qui vont en souffrir beaucoup plus. Oui. Ça veut pas dire que la perte d'une maison n'est pas horrible dans tous les cas. Oui. Enfin, je suis bien d'accord avec toi. Et l'autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est que j'ai l'impression que la bataille de mes collègues écolos ces dernières années, ça a été de faire en sorte qu'on parle plus du dérèglement climatique à la télé, qu'on le nomme plus, etc. Ce qui fait que maintenant, quand on dit il y a eu des inondations ou là, il y a eu des feux à Los Angeles, on dit c'est dû au dérèglement climatique, nanana. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout une victoire qu'on dise ça, parce que je trouve que ça invisibilise les vrais coupables, en fait, ce qui sont qu'on peut nommer, qui sont des gens, qui sont des industriels, qui sont encore une fois les ultra riches, etc. Et du coup, en fait, c'est la faute du dérèglement climatique, mais le dérèglement climatique, on peut pas l'attraper par le col, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, on peut pas lui demander des comptes au dérèglement climatique, alors qu'en fait, il y a des gens à qui on peut demander des comptes, on doit demander des comptes, et du coup, j'ai l'impression que cette bataille notamment par plein d'organisations qui ont traqué un peu chaque JT pour pointer le fait que dans telle ou telle présentation, on n'avait pas mentionné que c'était dû au dérèglement climatique. En fait, c'est vraiment un peu un contre son camp. C'est pas un contre son camp, mais c'est comme si pour moi, ça peut être un contre son camp parce que ça devient une espèce d'absolu sur lequel on met la faute, quoi. Mais c'est juste que pour moi, il manque la troisième partie, quoi, qui serait donc il y a les incendies. 1, c'est la faute au dérèglement climatique. 2, et du coup le dérèglement climatique, c'est la faute à. Et c'est ça dont on ne parle pas, quoi. Oui, mais c'est genre juste, il manque une partie de l'explication. Oui, et puis mais c'est aussi que je trouve que le dérèglement climatique, c'est complètement démobilisant pour les gens. En fait, je pense qu'il y a la moitié de la population, ils entendent dérèglement climatique, ils s'extraient de la conversation, enfin genre en mode. Super le mépris. Mais non, mais tu vois, je me compte dedans. Genre, je suis en mode. Oui, bien sûr, parce que c'est pas concret. Oui, c'est. En fait, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire contre le dérèglement climatique ? Genre, en vrai, mais justement, voilà, quoi. Enfin, je peux dire un truc ? Écoute. Ou tu voulais finir ? Vas-y, finis, pardon. En plus, je me suis fait engueuler par un gauchiste dans un commentaire qui disait là, ça doit me parler. Genre, vraiment, ça va. Genre, pardon, désolé, hein, mais ça va pas beaucoup. Hein. Ah, moi, j'étais trop. Toujours les fans qui parlent le plus en plus. Non, mais vas-y, interromps-moi. Je t'interromps, merci, avec ton autorisation. Non, mais à ce stade, je sais plus, en fait, où j'allais avec ma phrase. Donc, je crois que t'avais fini, hein, vraiment. Le gaslight ultime. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il va falloir changer de modèle de société. Ça fait un peu genre, oui, le gars dit des gros poncifs et tout, mais c'est aussi en fait dans la manière de lutter qu'on a. Et c'est pour ça que je parle de se battre, mais c'est très concret, c'est-à-dire que y a maintenant des organisations qui sont là et qui font de l'écologie en pointant les responsables et même en les attaquant directement. Coucou les soulèvements de la terre par exemple, pour ce qu'on connaît le mieux, et c'est genre qui désarme, c'est ça, désarme qui en est fait, dans un rapport à l'efficacité dans la lutte et qui n'est plus dans un rapport à la symbolique de dire c'est important de nommer le réchauffement, le dérèglement climatique, etc. Et puis là genre on est en mode en fait il y a des responsables, il faut les pointer, il faut les désarmer, et du coup et ça, c'est important à dire, une nouvelle forme de combat. Parce qu'il y en a qui sont en mode oui mais du coup en fait on va la professionnelle de l'écologie. Mais non mais en fait bien sûr, non mais ouais. Genre tu sais il y a des gens qui sont en mode ça va rien changer en fait, ils s'imaginent qu'on veut mettre toutes les têtes des ultra riches sur des pics et défiler avec dans les rues, en fait c'est pas ça le truc, c'est juste de dire il faut les empêcher de nuire en fait. Et c'est de la je sais pas, c'est de la légitime défense à un moment, et je trouve ça complètement absurde qu'on doive débattre de nommer ou pas les responsables. C'est juste acté d'un état de fait dont la plupart de la population a besoin qu'il change, quoi. Oui, mais c'est juste que comme les responsables ils sont pas nommés, c'est aussi important de les nommer. C'est juste que ça suffit pas. Ah oui, d'accord, pardon. Je croyais que tu disais. Nous sommes donc d'accord. Comment on fait pour faire un débat du coup ? Voilà quoi. C'est tout ? Non. Au revoir. Non, attends, mais ça fait 2 secondes là qu'on a commencé à parler. Non, mais le sujet, pour moi, il est clair. Hein. Ah, voilà. Pour remettre une pièce, on peut parler aussi de justement ces possédants. Donc c'était le début de votre débat. Mais ces possédants, d'un côté, ils en ont rien à foutre parce que les pompiers privés, tout ça, c'est eux qui les ont. Et il y a eu beaucoup de maisons sauvées de ces très riches
grâce aux escortes de pompiers privés qui ne sont pas justement sur des quartiers avec une forte densité de population. Et là, je vais faire mon petit internationaliste, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une grosse faute du capitalisme là-dedans ? C'est la voix qui vous parle. J'adore. La voix. C'est tout pour le moment. Oui, justement, je trouve ça intéressant qu'on en revienne aussi un peu à genre l'état des services publics et en fait l'impact, enfin le lien profond que ça a avec l'écologie, justement, et le fait que le capitalisme, en fait, insidieusement, nous empêche d'avoir des moyens de lutter contre les conséquences de trucs qu'on produit même pas nous-mêmes. Et en effet, c'est le cas de justement ces modèles d'assurance privée, de gens qui se protègent parce qu'ils ont les moyens de se protéger. Ouais. Et je trouve que c'est un sujet aussi qui est peut-être pas assez encore traité dans l'écologie, mais en fait, nos moyens de résilience ne devraient certainement pas être privatisés, en fait. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est aussi ça, et c'est aussi intéressant de reparler de capitalisme ici parce que non, mais c'est par rapport à la lutte dont je parlais, tu vois, à des nouvelles formes de lutte qu'on peut avoir, parce que il y a aussi un truc qui se dit beaucoup, enfin bref. J'ai plus la référence précise de qui dit ça, donc je le dis pas. Mais c'est que le capitalisme aussi, il se nourrit de ses propres destructions. C'est-à-dire, là, pour prendre cet exemple très concret, en fait, il s'enrichit en créant des services enfin tu vois, il s'enrichit par la privatisation de services, de pompiers, etc. Ça continue à mettre de l'argent dans l'économie, etc. Et du coup, en fait, de dire le capitalisme va s'autodétruire et tout, c'est de moins en moins vrai parce qu'en fait, on se rend compte que le capitalisme à chaque fois, c'est le capitalisme du désastre. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je suis pas assez bon. Moi, j'ai pas lu tous les livres que t'as lus. On balance des mots comme ça. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il va toujours trouver dans les problèmes qui causent la solution qui va lui permettre de s'enrichir quand même. Mais simplement, c'est pas des solutions viables et surtout pas pour les gens, quoi. Et pour la majorité des gens. Et d'ailleurs, c'est des solutions qui sont viables pour une minorité de plus en plus minoritaire, mais qui est aussi de plus en plus décideuse, quoi. Donc en fait, c'est là que c'est important. Qu'il y a vraiment une opposition de plus en plus frontale entre les intérêts du prolétariat et les intérêts de la bourgeoisie. Non, mais c'est là que tu vois que en fait, quand t'es écolo, c'est aussi important de se mobiliser pour les services publics. Enfin, en fait, c'est là que tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce que ça vient aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, ça vient aussi alimenter ce discours de genre, l'écologie, faut qu'elle sorte de son petit cercle de l'écologie. J'ai pas compris. Non, mais parce que c'est un reproche qui est beaucoup fait aux écolos. De genre, de se mobiliser que sur les questions écolo. Ouais, et de quand se mobiliser ça sort, que d'être un peu déconnecté des réalités sociales et tout. Alors bien sûr, c'est moins le cas ces derniers temps, mais il y a encore beaucoup de mouvements écolos qui subsistent quand même en étant comme ça, tu vois. Et surtout des organisations politiques écolo encore pire. Faire pipi sous ta douche de maison cramée, privatisée par d'autres gens, c'est pas utile. Et du coup, les circonstances des choses nous poussent aussi à être légitime dans cette revendication de dire en vrai l'écologie je connais quelqu'un qui a fait un mémoire là-dessus, je crois, sur le fait que l'écologie c'était pas juste du jardinage, mais qu'il fallait lier à la question sociale. Je parle de toi, Charlotte. Je te fais un mémoire sur ça. Mais c'est quoi ton mémoire ? Oula, alors mon mémoire c'était sur le potentiel révolutionnaire de l'écologie dans une ère post-communiste. Vraiment, oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça veut, en gros, ça veut dire. Pourquoi tu me out comme ça ? Non, mais c'est intéressant. En gros, ça veut dire l'écologie. En fait, ça peut être pris comme un truc qui couvre la globalité de la société. Oui. Tu vois, et offrir des perspectives révolutionnaires qui sont pas juste faire pipi sous la douche et planter des arbres dans les quelques espaces qui restent entre les plaques de béton de Paris. Carrément. Voilà, tout est dit. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes, un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Si vous êtes né dans les années 90 comme moi, ou même après, vous faites partie de ce qu'on appelle parfois les enfants d'Internet. J'aime bien moi ce surnom. Et c'est vrai que, personnellement, j'ai expérimenté Internet comme un espace doudou, propice à l'émancipation et à une expression large et plus libre que dans la plupart des espaces contraints de ma vie. Je fais pas partie des gens qui ont connu le Twitter du tout début. Mais beaucoup de mes amis ont fait des rencontres structurantes pour leur vie perso et politique sur ce réseau social. J'étais encore il y a quelques jours seulement à une Twitter Birthday Party où l'héroïne du jour a soufflé ses 25 ans entourée d'amis d'internet avec chacun notre tweet shirt sur lequel avait été imprimé par ses soins notre tweet préféré. Le mien est juste ici dans le décor.
Seulement, depuis quelques temps, c'est moins fun sur le réseau social du petit oiseau. En fait, les mouvements de départ de ce réseau, de l'oiseau sauvagement biodisparu et écrabouillé par un X tout sombre, se multipliaient timidement parce que Musk et ses algorithmes fascisants avaient fait main basse sur la plateforme et que, oui, c'est vrai, on voit bien la différence depuis 2022. Moi, je trouvais ça bien et la question qui est celle que j'ai envie de poser dans cet épisode me paraît vraiment très intéressante. À mon avis, c'est une question qu'on devrait même étendre à plus de domaines de nos vies et se poser régulièrement. Qui possède les outils sur lesquels nous faisons reposer une large partie de nos existences et surtout, encore pire, de nos existences communes. Voilà donc tranquillement, dans mon coin, je pensais à cette question avec réflexion et sans figer ma pensée dans un avis qui resterait toujours le même, j'étais pas tranchée, sauf que à un moment donné, un mouvement de casse-couille est arrivé et a commencé à me prendre suffisamment la tête pour que j'ai envie d'en faire une chronique. Les posts des personnalités en vue et aux grosses communautés ont commencé à fleurir sur Insta, réseau pas franchement plus recommandable, quoique on y revient dans un instant, pour faire de grandes annonces. Moi, truc muche, je m'associerai plus au gros nazi d'Elon Musk. Bon, cette thèse, cela dit, a été confirmée depuis, mais bref. Et moi et ma morale exemplaire, on a décidé d'entrer en résistance et de s'opposer en acte au fascisme rampant de nos sociétés. L'acte en question, c'est donc supprimer un compte Twitter et se fendre d'un long communiqué moralisateur sur Instagram. Quand la vague de départ a commencé à toucher la sphère écolo de gauche radicale, bref, mes copains, qui passe son temps à expliquer que culpabiliser les individus est au mieux stérile, au pire idiot, et qui étalait d'un gros compte à l'autre des résolutions de pro-chevaliers modernes, j'en ai eu un peu ma claque. Et le post qui m'a fait bondir précisément, c'est un post de Claire Nouvian. Au demeurant, une femme que je respecte infiniment pour son combat pour les océans et pour le militantisme actif et efficace qu'elle déploie depuis un bon moment déjà dans notre milieu auprès du grand public. Mais là, franchement, mon sang a fait qu'un tour. Je vous mettrai le lien de son post en entier dans les sources, évidemment, mais voici un extrait adressé aux gens qui, comme moi, étaient soudain devenus des pourritures parce qu'ils n'avaient pas immédiatement effacé leur compte X devant les départs massifs de leur maître à penser, dont apparemment elle fait partie. Écoutez plutôt. Vous qui tolérez que l'oligarque néofasciste Elon Musk utilise le réseau social X au profit des régimes autoritaires, vous validez en restant sur X sa stratégie de soutien à l'extrême droite mondiale, à ses idées xénophobes, antidémocratiques, antiféministes et anti-écolo. Ou encore plus loin, rester, c'est accepter et cautionner le dispositif de propagande. Bon, au moins c'est clair. Ces gens comme Claire Nouvian, qui ont des communautés énormes, capables de les suivre d'un réseau social à l'autre sans trop de déperdition, ont décidé qu'à partir de leur breaking point personnel, les autres devenaient de facto fascistes. Les amis, si vous vous êtes sentis comme un lapin pris dans des phares en lisant tous ces posts qui nous traitent comme de profonds abrutis transformés en nazis, sachez qu'en fait, non, c'est pas uniquement votre faute si jamais vous décidez pas du jour au lendemain de lâcher les outils qui ont été les nôtres, faute de mieux pendant toutes les années où nous avons construit notre base politique. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas que le geste que Musk a adressé au public pendant la cérémonie d'investiture de Trump était un geste nazi, ou que X est aussi un outil de désinformation, ou qu'un refus de continuer à publier sur cette plateforme est effectivement un acte politique. Merci de vous en soucier, chers amis chevaliers du moderne, mais nous aussi, on est dotés d'un esprit critique. Peut-être juste qu'on n'a pas la même manière de l'exercer que vous, ni la même temporalité, ni les mêmes contraintes affectives, sociales ou même professionnelles. Et perso, ça me pose quand même beaucoup de questions, tous ces donneurs de leçons qui pour la plupart sont trop vieux ou trop puissants pour avoir grandi accrochés aux réseaux sociaux, ni n'en ont jamais réellement ressenti au plus profond d'eux-mêmes l'utilité démocratique dans des moments d'isolement, de précarité ou de détresse. Alors quoi, maintenant on va dire t'es pas écolo si t'as un iPhone, tu cautionnes le colonialisme parce que tu utilises l'énergie solaire, tu valides l'extrême droite parce que tu achètes un livre Hachette de temps en temps et que cette maison d'édition appartient à Bolloré. C'est à ce genre de concours de moralité qu'on est de nouveau réduit. Je croyais qu'on était passé collectivement à autre chose, honnêtement. Bien sûr qu'un départ de masse est un message politique important. Bien sûr que déserter Twitter est un moyen de désarmer Musk financièrement. Quoique le mec est un peu loin pour nous déjà. Bien sûr qu'il faut créer de toute urgence nos propres plateformes d'expression et même peut-être, comme le prône Hervé Kempf, un service public des réseaux sociaux. Bien sûr. Cela étant dit, se donner des grandes tapes dans le dos entre gens influents parce qu'on a désactivé un compte et craché sur les milliers d'utilisateurs à qui on ne propose rien d'autre que le fascisme,
ça n'est pas une posture politique, c'est juste du mépris et ça ne vous rend pas plus intelligent, mais juste peut-être un peu plus seul. Ma préconisation, ce serait donc de faire un peu plus confiance à l'intelligence collective des militants antifascistes, laisser les gens choisir leur méthode de lutte, bien entendu en tentant de disposer de suffisamment d'informations pour faire les choix en conscience. Eh ben c'est bien, on finissait le dernier épisode en parlant d'écologie radicale et de sortir des sphères bourgeoises et moralisatrices de l'écologie. Quelle transition habile. Non mais oui. Non mais en fait, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est sûrement que je suis dans une bulle, mais vraiment autour de moi, il y a quelques semaines, il y a eu vraiment un espèce de mouvement de chacun qui allait de son petit poste pour dire à quel point... ils étaient courageux d'avoir pris cette décision et que vraiment tous les autres étaient en gros des pauvres merdes complètement nazis quoi. Enfin, mais après moi je sais pas, moi j'ai pas Twitter, mais du coup j'ai essayé de me renseigner un peu sur le sujet et de ce que j'ai compris aussi c'est que il y a pas mal de ces gens-là qui ont fait la promotion de quitter Twitter, qui sont plus trop objectifs et on peut comprendre pourquoi, parce que ils subissent un harcèlement ultra vénère et parce que en fait les algorithmes les desservent de fait, mais aussi parce que Twitter, comme c'est une espèce de place publique où chacun répond à tout le monde et tout, en fait quand t'es un militant de gauche, il y en a beaucoup, dès que tu postes un truc, tu te fais je sais pas, retweet ou répondre par des milliers et des milliers de fachos instantanément, et du coup ça privilégie aussi vraiment le harcèlement de masse envers certaines catégories de personnes qui portent certaines catégories de discours. Et du coup je pense que ce truc de dire il y a une confusion qui est opérée et qui est faite, genre de je me fais tellement traiter par des nazis en permanence tous les jours que en fait si tu restes sur ce réseau et que du coup tu cautionnes ces nazis, en fait je sais pas, tu vois, les gens ils sont touchés un peu dans leur chair en mode putain mais je comprends en tout cas qu'ils perdent leur objectivité, même si je suis d'accord avec tout ce que tu racontes. Oui mais c'est ça en fait, mais en fait ce que je dis est absolument pas genre il faut absolument rester sur X. Je comprends complètement que si t'es sur un réseau social où tu te fais constamment harceler etc, mais oui, heureusement que tu prends la décision de le quitter, etc. Et je comprends complètement. Mais je pense que c'est des décisions qui appartiennent à chaque personne, comme les moyens de lutte. En fait, comme c'est pas parce que tu vas pas à une manif pour la Palestine que en fait t'es sioniste ou enfin j'en sais rien. En fait, c'est débile ce genre de pensée. Et moi, ce qui m'a agacé dans tous ces posts, c'est cette injonction à genre faire tout de suite pareil qu'eux, alors que aussi le problème de X c'est pas un Twitter. Putain, la meuf est brainwashed. Non mais c'est pas un problème qui a apparu là il y a quelques semaines, c'est juste que là il y a quelques semaines les gens ont décidé de faire un mouvement massif, mais aussi parce que Musk il sort de plus en plus du bois sur son côté facho et tout, oui mais en même temps pendant c'est vrai que j'écrivais cette chronique il a fait un salut nazi, du coup j'étais en mode non mais c'est vrai que sur le terrain du militantisme par contre comme tu dis dans la chronique, Musk il est déjà loin, et en vrai pour que nous, petite sphère écolo française, on ait un poids économique anti-Twitter, franchement, il va falloir se lever tôt et convaincre. Il y a un afflux de réactionnaires sur sa plateforme. Il va falloir se lever tôt et convaincre beaucoup de monde. Et juste, du coup, je veux dire, ça n'a pas une telle efficacité militante que de partir. Par contre, au contraire, je trouve que ça se tient au moins autant de dire je reste pour lutter aussi contre la fascisation de cet espace et contre le discours. Enfin, même si cet espace il se fascise parce que les gens qui le gèrent, ils décident de le laisser se fasciser. Mais attends, laissez-moi finir. Parce que sinon, après, parce qu'il n'y a pas de masculiniste pour venir dire laisse un peu le monsieur parler dans les commentaires. Je trouve que ça se tient autant de dire je reste, parce qu'en fait pour l'instant X c'est pas encore publiquement reconnu comme un réseau d'extrême droite, c'est pas comme ça tout le monde, enfin tu vois, c'est dans nos sphères c'est le cas, mais en vrai ça a pas encore gagné toute la société à ce point là, et du coup c'est ça, et du coup partir c'est aussi laisser toute la communauté d'extrême droite qui gagne en puissance de ce réseau là avoir un accès privilégié à tous les gens qui considèrent que c'est juste un réseau social comme un autre. Le truc c'est que rester sur Twitter, ça peut aussi se faire tout en ayant conscience que tu ne peux pas en fait combattre la fascisation de la plateforme. Tu vois ce que je veux dire ? Genre tu peux te dire je vais rester pour faire contrepoids, pour que en fait tous les gens de gauche n'aient pas déserté cette plateforme où effectivement il reste encore plein de gens pas forcément politisés, mais aussi être très bien conscient que en fait il y a des choses qui ne sont tout simplement pas possibles et que tu peux pas juste décider de faire contrepoids quand les algorithmes sont contre toi. Mais ce que je voulais dire c'est simplement que du coup vu l'efficacité militante que ça a par rapport à la
fortune d'Elon Musk qu'une petite partie de la sphère écolo française s'en aille, eh ben, c'est au moins autant justifiable de dire je reste pour porter un contre-discours. C'est ça que je voulais dire. Je voulais pas dire que c'est ça qu'il faut faire et que c'est une préconisation pour les militants. Mais cela dit, je trouve que pour le coup, ce qu'ils disent la France Insoumise sur ce sujet-là, et peut-être d'autres gens, mais ceux que j'ai entendus, donc j'en parle, je trouve ça plutôt très précis et que je trouve qu'ils sont dans le bon discours par rapport à ça. C'est-à-dire, en gros, ils disent il faut légiférer collectivement et sanctionner politiquement ce réseau le plus possible, sinon ça sert à rien. En mode de toute façon qu'il y ait une petite partie des gens qui partent ou une partie des gens qui continuent de lutter dessus et tout, c'est pas vraiment ça la question. La question c'est est-ce que c'est un réseau en voie de fascisation, et la réponse, si c'est oui, et j'imagine que la réponse est oui, c'est dans ce cas-là comment on fait pour lutter de manière efficace contre. Et la seule la manière efficace qu'on peut avoir de lutter contre, c'est de légiférer. Non, pas forcément de légiférer, mais en tout cas de prendre des sanctions au global. C'est impossible. Si, c'est possible de passer par la réglementation européenne, de passer des lois en France contre, tu vois, certaines choses. Moi, pour moi, c'est vain. Enfin, c'est genre ça prend 3000 ans et ça va. C'est pas ça qui empêche. Tu peux pas empêcher un espace de liberté de se fasciser. Non, mais tu peux prendre par exemple. Non, mais parce que là, par exemple, les gens qui justifient leur départ par des sanctions économiques, tu peux prendre politiquement des sanctions économiques qui vont peser bien plus lourd que 30 pélos qui s'en vont. Enfin, comme Google, comme contre Google, et en fait, il y a ça aussi. Il y a ce truc que, en fait. Twitter, c'est certainement pas le dernier réseau social qui va suivre ce chemin-là, en fait. Et donc, on fait quoi ? Enfin, à un moment, j'avais lu que, par exemple, TikTok, je pense que c'est assez clair, mais c'est un réseau social qui appartient à la personne la plus riche de Chine, qui a fait le lit de Jordan Bardella. Google, c'est eux qui possèdent YouTube. Est-ce qu'on va se faire shadowban, du coup ? Mais qui ont directement contribué à la victoire de Donald Trump en 2016 avec genre 80% des contenus sur la plateforme qui lui étaient favorables. Enfin, en fait, il y a aussi un truc, un espèce de délire où c'est bizarre quand même de justifier que tu pars de Twitter et de faire un post sur Instagram ou sur bien ou sûr. des vidéos. Mais après, il faut regarder les choses précisément. Déjà, TikTok, en ce moment, l'algorithme, il est quand même bien plus cool avec les paroles de gauche, par exemple, de gauche. Que d'autres réseaux. Mais ça, c'est pas parce que TikTok, ils sont plus sympas. Hein. C'est aussi justement des intérêts économiques de différents pays, même de différents États qui s'affrontent sur le terrain des idées et tout. Mais ce que je voulais dire sur le truc de légiférer, c'est aussi parce que au-delà des sanctions économiques qui certes peuvent ne pas peser très lourd, comme tu disais, comme Google et tout, en fait, porter le débat sur la place publique, dans les sphères politiques et tout, c'est aussi ça qui va permettre d'étiqueter ce réseau auprès de plus de gens comme un réseau qui est potentiellement problématique, tu vois. C'est ça que je veux dire, c'est de porter le débat à un autre niveau. En fait, ça permet par exemple, je trouve que ça met ça met le débat sur un autre terrain. Moi, pour moi, la seule chose qui peut fonctionner face à ces dérives, c'est juste de s'armer intellectuellement, d'armer notre esprit critique, de faire les choix en conscience, de savoir où est-ce qu'on met les pieds, comment les trucs fonctionnent, et de développer à côté nos propres plateformes d'expression, bien sûr. Mais j'ai l'impression que il faut aussi faire attention, parce que j'ai l'impression que quand on va sur la législation, etc., il y a beaucoup du débat qui est oui, mais Twitter, c'est un vortex de désinformation, etc. Et par exemple, pour les médias comme nous, qui sommes pas dans un truc de rapporter des faits, bien sûr qu'on s'appuie sur des faits, etc. Mais il y a aussi une question de est-ce qu'on combat le truc sur il faut qu'on ait des espaces où tout ce qu'on dit est fact-checké, tout est passé au prisme du rationnel et de genre c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais il y a aussi un truc où il faut qu'on apprenne que le débat politique se situe autre part aussi. C'est-à-dire, c'est pas genre c'est vrai ou c'est pas vrai, c'est il y a plusieurs options politiques qui se posent à nous, lesquelles on choisit. Et en fait, du coup, pour moi, on peut pas légiférer juste en fonction de fake news, de trucs. Enfin, ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est vain, en fait. Ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, mais par contre, tu peux légiférer, par exemple, sur certains trucs de harcèlement, ou tu peux partir d'autres choses. C'est vrai que la législation, pour l'instant, elle s'appuie beaucoup sur les faits et sur l'anti-fake news ou l'anti-complotisme, puisque c'est un mot que les gens aiment beaucoup. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles on pourrait sanctionner Twitter. D'autres choses dans la manière de fonctionner. Pour moi,
je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, pour moi, du coup, ça fait qu'on perd beaucoup de temps à ne pas former des esprits critiques, etc., et mettre l'énergie et l'argent sur ce genre d'éducation à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Et aussi, c'est un peu un danger parce que ça pourrait développer un truc où, tu vois, on parle tout le temps d'hystérisation du débat public. Enfin, on a l'impression qu'en fait, quand il y a un débat un peu vif entre deux personnes, c'est une catastrophe, c'est horrible, il y a plus de... Enfin, en fait, allô, à un moment, ces espaces... entre guillemets hystériques, pour moi ils sont aussi sains, tu vois, quand ils sont à armes égales, et donc c'est souvent pas le cas, etc. Mais du coup moi j'ai peur que quand on commence à débattre sur il faudrait sanctionner tel ou tel propos, tel ou tel truc qui serait du harcèlement ou pas du harcèlement ou du truc, j'ai l'impression que en fait je suis d'accord avec les constats et je vois bien le truc, mais pour moi c'est voué à l'échec. Mais pour moi t'anticipes sur des trucs alors que moi je suis en mode déjà légiférer ça permet d'amener le débat, de l'élargir et tout. Parce que aussi je trouve que même si en soi dans le fond je suis d'accord, c'est trop facile de dire il faut consacrer notre énergie à forger des esprits critiques, à éduquer et tout, mais en fait la majorité des gens ils n'ont pas grand chose à foutre de la politique et ils aiment bien les réseaux sociaux. Enfin je veux dire les gens ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont pas, et du coup c'est pas toi qui vas les choper par le callback pour les aider à s'émanciper politiquement. Ce genre de récit donc en mode... fait du coup attends, ce que je veux dire, je vais juste au bout de mon truc, c'est que la question c'est aussi comment on essaye de transformer des espaces qui sont des espaces où il y a une grosse partie de la société, ou en tout cas un brassage social de gens qui sont pas du tout intéressés par la politique et de gens qui le sont et tout, mais c'est ce truc de un peu la bataille culturelle quoi, tu vois. Oui, mais pour moi la bataille culturelle du coup elle peut pas se gagner en disant en fait on peut pas interdire, enfin tu vois, j'ai l'impression que des fois ce qu'on dit c'est en fait il faudrait que sur certains réseaux sociaux les gens fascistes ne puissent pas s'exprimer et c'est ça notre solution. C'est pas du tout ce qui est dit. Je sais pas, pour moi légiférer, mettre des règles et tout, c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce que de toute façon Internet est, ce que la puissance qu'ont les gens qui sont derrière les outils et qui vont complètement pas être contraints par des règles. Simon, le grain de sel de Simon. Ouais, voilà, pour mettre mon grain de sel, en fait, il y a eu dans l'histoire, quand on reprend tout ce qui a été fait pour légiférer contre des propos d'extrême droite, à la fin, ça s'est toujours retourné contre la gauche. Donc c'est le problème de même interdire Twitter ou faire supprimer des posts d'extrême droite, mais en fait c'est que ça retombera forcément, c'est une réduction de liberté. Et c'est très dur de juger là-dessus, quoi. Ouais, et en attendant, on n'apprend pas à combattre genre avec les armes qu'on a ou à forger nos propres armes. Oui. Et je pense que le seul truc qui est très dangereux dans tout ça, pour moi, c'est un truc auquel j'avais pas forcément beaucoup prêté attention avant, c'est le fait que ça se transforme en outil de surveillance. Et pour moi, le fait de mettre des législations, comme dit Simon, j'ai l'impression que ça peut aussi se retourner en outil de... Non mais ça dépend des législations et ça dépend de quoi tu parles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin ce que dit Simon, en vrai, c'est ce que je dis... Attends, je finis. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de genre, le risque de la législation, c'est de créer des précédents qui ensuite se retournent contre nous. C'est toujours ce qu'on dit, c'est ce qu'on disait sur la justice aussi au premier épisode et tout. Oui, mais du coup je comprends pas ce que tu dis qui devrait... Enfin ce truc de légiférer, ça serait quoi par exemple ? Eh ben, par exemple, c'est sur des trucs de harcèlement, il y a des débats qui sont portés là-dessus. C'est aussi ça qui crée une espèce de oui, mais comment Mais j'en sais rien, moi je suis pas... non, mais pas comment, mais genre par exemple, juriste, mais... la manière de caractériser le harcèlement, tu vois, c'est... Enfin, en vrai, pour moi, je sais pas. Que le jugement des contenus qui sont publiés sur Internet soit confié à des instances sécuritaires, politiques, étatiques, me semble pas être une solution. Non, mais je suis d'accord. De manière générale. En plus, c'est pas. En plus, les questions du harcèlement, en vrai, c'est pareil. Enfin, parce que de toute façon, la lutte politique, c'est des échanges vifs, et ce que tu disais aussi, et que c'est important que ça puisse exister et tout. Et donc, en fait, la limite de ce que tu catégorises comme du harcèlement ou pas, et ben même ça peut aussi être complètement contre son camp de légiférer là-dessus. Enfin, ça dépend. Tu vois. De fait, le harcèlement, c'est aussi des moyens de pression utilisés par une masse de gens qui sont pas d'accord avec une personne, par exemple. Et en fait, est-ce que ça peut être catégorisé comme harcèlement, alors que des fois, c'est notre camp qui a raison. Enfin, bien sûr, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que porter ce débat aussi dans des sphères peut-être gouvernementales ou législatives et tout, ça permet, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, ça permet de l'élargir à une grosse partie de la population, et donc de quand même dire, le débat, c'est quand même que Twitter, c'est un espace de fascisation de plus en plus. Voilà, juste le dire
un peu plus fort et un peu plus partout. C'est aussi ça que ça permet de le placer dans le débat politique. Je suis pas sûre que dans les débats d'assemblée, de députés et tout, les gens, ça soit une espèce, mais non, mais parce qu'après c'est repris dans les médias. Caisse de résonance. Non, ça fait caisse de résonance quand les médias décident d'en faire un sujet et quand les médias ils interviewent des députés qui portent des combats, et du coup les députés ils vont venir parler de ce dont ils sont en train de... Enfin, tu vois. Oui. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi, mais cela dit, je pense pas que le problème principal qu'on ait pour l'instant, ce soit de dire que X soit un espace de fascisation. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même un peu déjà dit, quoi. Enfin, non, mais pas du tout dans l'ensemble de la société, que dans je sais pas, on a sphères. Quand même fait que parler du salut nazi pendant 3000 ans. Et on s'est interrogé pendant 2 semaines sur savoir si c'était pas un salut romain. Enfin, tu vois, genre en fait, ça fait pas du tout l'unanimité, c'est pas du tout si clair que ça. En tout cas, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve que par rapport à ces débats de est-ce qu'il faut rester, est-ce qu'il faut pas rester, même si cette réponse elle est pas du tout parfaite, la réponse de dire non, en fait il faut en parler politiquement dans les sphères décideuses et tout, ça, je suis d'accord. En fait c'est la plus pertinente, même si en soi elle est pas ultra pertinente partout. Enfin, en fait, laissons les gens faire leur choix, mais juste réfléchissons, c'est juste ça. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même plus pertinent de dire ça, d'essayer de porter le débat à un point plus haut qui va toucher plus de monde, que de s'engueuler sur des questions morales où chacun se dit moi je reste parce que j'ai plus raison de lutter en restant, moi je pars parce que... ça je suis d'accord, tu vois. Mais pour moi la discussion elle doit pas se faire que dans les sphères décideuses. De fait, à titre individuel, en fait, justement, si vous en pouvez plus de voir des fachos sur X, barrez-vous, il n'y a aucun souci. Si vous en avez marre, c'est très bien. Si vous êtes content d'être dessus, restez dessus. Enfin, tu vois, je veux dire, à titre individuel, il n'y a pas de meilleure réponse que celle-là. Mais du coup, puisque le débat il s'est ouvert politiquement, je trouve que c'est... Mais non, mais il n'y a pas que politiquement dans les institutions. Il y a aussi, par exemple, est-ce que telle ou telle ONG, organisation, Antifa, etc., doivent rester sur Twitter ou pas, ou machin. Enfin, c'est pas... mais du coup, le débat, il doit avoir lieu dans ces sphères-là. On ne doit pas juste se dire portons-le au niveau des députés et tout. Enfin, tu vois ce que je veux d'accord. dire ? Voilà, c'est tout. Mais du coup, comment il a lieu ? Justement, en ne prenant pas des postures figées en mode il faut absolument partir sinon vous êtes fasciste, ou il faut absolument rester sinon vous êtes des grosses censures de liberté, etc. Tu vois, genre c'est plutôt en mode qu'est-ce que c'est ce réseau social, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il y a moyen de le piéger à son propre jeu, est-ce que ça pèse de faire ce tweet là, est-ce qu'on reste politiquement ou est-ce qu'on reste, on sait très bien qu'on n'a aucun point politique mais on reste pour d'autres raisons, tu vois. Et genre en fait pour moi ça c'est des discussions qu'il faut absolument avoir au-delà de genre dire aux gens oui il faut faire ça machin, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est-à-dire réfléchir encore une fois, réfléchir comme tout on dit tout le simplement. temps, réfléchir réfléchir vraiment pratiquement de manière pratique à comment mener une lutte politique là, plutôt que d'y réfléchir moralement. Et là, c'est ça en fait finalement le problème de cette grosse séquence, c'est que c'est une séquence morale. C'est une séquence purement morale, alors que ce que tu dis, c'est ça qui est intéressant de dire, c'est comme aller sur les plateaux TV de CNews ou pas. Enfin, tu vois, c'est ce truc de stratégiquement comment on fait pour que ce soit efficace pour ceux qui ont envie de rester et ceux qui veulent partir partent, parce qu'on va pas forcer personne. Ouais. Voilà, vive l'efficacité quoi. C'est good. Merci les amis d'être restés avec nous pendant cette heure, je crois, et quelque chose d'épisode. Si ça vous a plu, on a toujours besoin de soutien puisqu'on est un média indépendant, comme vous le savez. Tous les liens pour nous aider, si le cœur vous en dit finalement, sont dans la description de cet épisode. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions sur Vacarme des jours. Pourquoi je prends un ton de présentatrice météo, je ne sais pas, mais c'est tout. Voilà, au revoir.